c'est moi. Le son est bien meilleur, la bande passante est meilleure. Ouais. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais. Ah oui. Mais oui, car les opérateurs téléphoniques, on ne le sait pas, mais quand on est à l'étranger, ils réduisent la bande passante, alors que l'Union européenne leur dit de ne pas le faire. Donc l'Union européenne n'a pas que des défauts, notamment en matière de télécom. Quand tu es à l'étranger, les opérateurs te basculent en la génération d'avant. Donc là, on doit être en 5G, mais en fait, quand tu es à l'étranger, les communications passent comme si tu étais en 4G. Puis quand on était en 4G, à l'étranger, tu es en 3G. D'accord. On t'écoute. Je dis on parce que tu as accepté d'être enregistré. Donc je t'ai informé, tu as accepté. Tu dois choisir une durée inférieure à 99 ans pour que ça ait pour qu'on soit dans les clous légaux. Ouais. On va faire la moitié, on va se dire un demi-siècle, une cinquantaine d'années. De toute façon, d'ici là, je serai mort, donc ça sera pour la postérité si je continue. Ouais, moi aussi, c'est assez possible, ouais. Oui. Et que sera YouTube dans 50 ans, Inch'Allah. Voilà, exactement. On t'écoute. Donc rappelle un petit peu ton statut VIP et dis peut-être un petit mot sur l'offre. Ouais, je suis VIP intégral depuis maintenant, c'est mon second mois. Et donc j'ai la possibilité donc de télécharger 2 séminaires et de t'appeler une fois par mois, ce que j'ai déjà fait une fois. Donc là, c'est mon second appel dans le cadre de mon 2e mois de VIP. Voilà. Est-ce que tu as réussi à me joindre facilement, ainsi que le Nono, Christophe, Thomas, Martin et Théo? Absolument, oui, sans aucun problème. Voilà, pour les haters qui disent que on s'abonne et puis on arrive à joindre personne. Il suffit effectivement de lire les horaires, c'est pas très compliqué. Mais pour cela, il faut avoir un QI à 3 chiffres. Oui, effectivement. Bon, après, les haters, par définition, c'est des haters. Donc, quoi qu'il arrive, ils continueront par être rageux. Donc. Oui, mais malheureusement, une partie du public, pas la majorité, mais une partie reste crédule et n'arrive pas à distinguer un vrai témoignage d'info. Et ça ne vaut pas que chez moi, bien sûr. Je suis pas égocentré à ce point-là. Ça vaut sur toutes les plateformes. Moi, parfois, je suis avec des amis, on cherche un chalet, on cherche un resto, on cherche un hébergement, et je les vois lire les commentaires TripAdvisor ou autres, et je leur dis mais celui-là il est pas vrai celui-là. Et c'est vrai qu'ils ne savent pas. Oui. Je vois tout de suite en fait un commentaire qui est faux quand je suis sur le web depuis 2005. Donc je vois tout de suite un commentaire qui est insincère, mais en vrai ou en mal. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils recherchent. Ils s'attendent à trouver ce commentaire pour se rassurer, pour confirmer. Donc au final, finalement, ils finissent par y croire. Ouais. Oui, ça c'est autre chose, c'est le biais de confirmation. Ouais, tout à fait. Quel est le thème de l'étude de cas? Eh ben, écoute, comme tu le dis assez souvent, on va commencer par la fin. Donc moi, l'objectif de mon appel, c'est d'améliorer mon processus de rédaction d'articles et de contenu internet. D'accord. Alors, donc moi, je t'appelle aussi parce que je sais que tu as un passé scientifique et j'ai vu que ton niveau de rédaction est bon, et c'est ce que j'ai toujours souhaité. Non seulement j'ai un passé, pardon, je m'étouffe avec des noisettes. Non seulement j'ai un passé scientifique très médiocre, hein, j'avais un niveau en sciences supérieur à la moyenne certes, mais une fois que j'ai rejoint en école d'ingé et tout, j'étais très moyen, hein, j'étais pas du tout major. Par contre, j'ai toujours vécu de ma plume, c'est-à-dire que ce qui m'a fait sortir de la rat race, ce sont les articles que j'écrivais sur Internet dans les années 2000. Et ensuite, d'abord sur Internet en général, puis sur un certain forum, puis sur mon propre site, puis sur des sites d'autres qui me publiaient. YouTube et compagnie, c'est très récent, mais c'est pas YouTube qui m'a fait, c'est pas les réseaux sociaux qui m'ont fait sortir du salariat et de la rat race, c'est l'écriture. Et même mon premier job salarié, je l'ai trouvé par l'écriture sur un forum. D'accord. Effectivement, c'est pas du tout mon cas, parce que moi j'ai un passé scientifique, mais la rédaction, ça a toujours été compliqué pour moi. J'imagine que tu as mon séminaire Convaincre à l'écrit, au moins.
Bah voilà, ça fera partie de la. Bah voilà, t'as déjà répondu à ma première question. Je sais déjà quel sera le prochain séminaire. Bah, oui, excuse-moi, j'en ai un qui traite exactement de ta question, donc. Bah, c'est très bien, mais je suis passé à côté. Mais c'est pas grave, je vais quand même te raconter l'histoire. Je vais quand même te faire le déroulé de ma problématique et bah, tu vas sur mathconsulting.fr, catégorie efficacité. Tu vas sur télécharger. Ensuite, tu vas sur catégorie. Il y en a 4. Il y a rencontre, couple, efficacité personnelle et l'autre, je l'oublie tout le temps. Pardon. Putain de noisette. Donc tu vas dans efficacité personnelle et tu trouveras un séminaire qui s'appelle Convaincre à l'écrit. Voilà. Et tu utiliseras ton coupon VIP du mois et tu verras que la somme va passer à 0. Tout à fait, très bien. Je te déroule ma problématique tout de même ou on considère que c'est réglé? Bah non, sinon l'enregistrement n'a aucun intérêt. On est bien d'accord. Non mais c'est voilà, juste pour l'assurer. Ok, donc j'ai 50 ans et j'ai plusieurs activités professionnelles, dont une de mes activités c'est d'avoir la direction d'un organisme de formation pour les entreprises. Donc la thématique principale c'est la gestion des agressions et de la violence au travail. Cette entreprise, dans le cadre de la promotion de cette entreprise, je rédige des articles alors que je partage avec des sites sur des sites de ressources humaines qui sont fréquentés par des DRH ou sur le blog de mon site internet. Voilà, le dernier article qui a plutôt bien fonctionné, c'était un article sur le courage. Alors, quand je dis fonctionner, qui a eu quelques clics, hein, c'est un article sur le courage en entreprise. Et là, j'ai une commande d'un article de contenu sur la violence dans le monde du travail. Les retours sont en général assez positifs, mais j'ai pas vraiment d'échange. Enfin, quand je dis retour positif, c'est les retours des gens à qui je soumets l'article, qui ont l'habitude d'écrire, pour certains qui sont profs, qui me font des retours positifs. Voilà, mais bon, voilà, j'ai pas d'échange vraiment avec des lecteurs. Ma problématique, c'est que pour moi, la rédaction, moi je le ressens comme un véritable sacerdoce, dans le sens où j'y mets une énergie énorme. Mais quiconque écrit le sait. Il n'y a que les gens qui n'écrivent jamais, qui pensent qu'on le fait le soir avec un bol de thé fumant, un chat sur les genoux et que ça sort tout seul. Non, ça écoute, pourtant, tu vois, moi, j'ai pas mal de routines positives, hein, tu vois, je fais beaucoup de sport, la nutrition, ça n'a rien à voir. J'apprends si le sport aidait à écrire, ça se saurait. Non, mais non, ce que je veux dire par là, c'est que j'arrive à me sortir de doigts pour plein de domaines, tu vois, dans la lecture, dans l'apprentissage de langue. Donc, si tu veux mettre en place des routines et me sortir des doigts, c'est un truc que, voilà, j'ai déjà éprouvé. Mais là, l'écriture, c'est quand même quelque chose, c'est un autre niveau, quoi. Tu sais, tous les gens intelligents, tous les gens qui s'y sont frottés le savent. Et à défaut de s'y être frotté, si on suit un petit peu quelques auteurs et qu'on a quelques influences, on le sait, parce que tous l'ont dit. Flaubert disait qu'il suit la grosse goutte pour écrire, Nietzsche que c'était digne d'un sport, c'est la réalité. C'est la réalité. Et plus ça a l'air simple et fluide à la fin, plus ça a demandé de travail. C'est comme un site web. Quand vous commandez un truc en 3 clics et que vous n'avez pas eu une seule hésitation, sachez que derrière, il y a des mois de travail. C'est ça. Alors après, je me demandais, est-ce que c'est un manque d'organisation de ma part? Est-ce que j'ai du mal à faire... Attends, un tout petit instant, je demande un tout petit instant, je finis de ranger le lave-vaisselle et pour que les haters ne s'énervent pas trop, je vais pas le faire en même temps. Ah, voilà. Ça y est, c'est parti. On sait bien, en tout cas, on sait que tu manges des cacahuètes. On sait que tu manges des... C'est quoi, des cacahuètes que tu manges ou des Ah non, les cacahuètes, c'est pour... ton propre entretien. C'est pour les singes, les cacahuètes. C'est des noisettes. Des noisettes, ouais, ok. Et que tu t'entretiens toi-même ton intérieur, c'est bien. Donc, je disais, ouais, je manque d'organisation. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas si je manque d'organisation sur ce sujet. Ça me prend beaucoup de temps. Des fois, j'ai des éclairs
enfin ça va tout seul, hein, ça déroule tout seul. J'arrive à écrire, et puis au final, quand je relis, c'est dégueulasse. J'ai des paquets de paragraphes des fois où j'ai du mal à les enchevêtrer, à trouver une logique parce que j'ai plusieurs idées qui arrivent un peu pêle-mêle. J'ai plus de facilité quand j'écris des textes, par exemple une thématique, tu vois, un thème qui m'intéresse sur Facebook et que je fais une com sur Facebook. Là, j'ai beaucoup plus de facilité. Bon, c'est normal, un texte est plus peut-être réduit, il y a moins de densité. Voilà. Puis alors, bien sûr, comme tu dois t'en douter, je rumine toute la journée. Lorsque mon cerveau est en mode par défaut, j'ai un article à rédiger. Ça revient souvent dans la journée, sachant que j'ai oui, je sais, mais ça c'est comme toutes les routines, c'est comme le sport. Pourquoi je préfère le sport le matin? C'est parce que moi, j'y pense plus. Quand je l'ai pas fait le matin, en fait, jusqu'au soir, je me dis putain, tu dois faire ça aujourd'hui, et ça t'habite. Ouais. Ça t'habite, H-A-B-I-T-E. Je dis ça pour l'algorithme qui est désormais très sensible aux grossièretés. Raison pour laquelle quand j'écris le matin. Et d'ailleurs, j'ai appris par hasard que les écrivains qui m'ont marqué écrivaient également le matin. Voilà, je dis pas qu'il y en a pas qui écrivent le soir ou la nuit, je les connais pas. Je sais que Proust, je crois, écrivait la nuit. Enfin bon, bref, mais bon, je suis pas un très grand proustien. Mais non, les écrivains que j'aimais bien se levaient, ne s'habillaient même pas, ne prenaient même pas de petit-déj, etc. Écrivaient 1 heure, 2 heures, 3 heures. Si vous n'avez jamais écrit, sachez que déjà au bout de 2-3 heures, vous êtes bien calmé. Donc, n'imaginez absolument pas que c'est quelque chose qui se fait pendant 4, 5, 6 heures. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Enfin, c'est très rare. Et après, tu fais ta vie, tu rentres chez toi, tu vas te promener, tu vois des amis, mais c'est souvent une routine du matin. Du matin. Ouais, très bien. J'ai pas encore testé ça. Alors je l'ai testé il y a peut-être quelques temps. J'ai un vague souvenir d'avoir une facilité de rédaction, mais je me demande si effectivement c'était pas un matin et que c'était pas vraiment un moment prévu, quoi. J'avais peut-être eu donc à tester. Ouais. Donc toi tu considères, toi tu te lèves le matin, tu prends ton café et t'attaques ton sport là, pour le coup, parce que c'est le sport qui pour toi alors d'abord, plusieurs éléments de réponse. D'abord, je ne conseille rien parce que les conseilleurs, le problème des conseilleurs et des conseillers, c'est qu'ils oublient toujours le gros déterminisme naturel. Et donc, c'est comme un coach sportif qui a une certaine morphologie et qui te conseille de faire un certain truc. Sauf que vous n'avez pas du tout les mêmes enjeux parce que vous n'avez pas la même morphologie. Lui, son problème, c'est de pas grossir. Toi, ton problème, c'est de pas maigrir. Donc, ou c'est comme quelqu'un, je sais pas, qui prône la méditation. Vous m'entendez souvent très méfiant, voire un peu moqueur au sujet de la méditation, parce que la plupart des gens qui s'y adonnent sont des gens qui, on va dire par eux-mêmes, ont en général une peur bleue de la solitude et du silence. Moi, je pense que sur 5 minutes dans ma vie, je suis seul 3 ou 4. Et j'adore le silence. Je suis misophone, donc j'entends tous les petits bruits trop forts. Et moi, je vénère le silence absolu. Et effectivement, dans ces conditions-là, ça veut pas dire que j'ai un mépris profond pour la méditation. Ça veut dire que je remarque juste que les gens qui en font la voie sacrée sont généralement des gens qui ne vivent pas du tout comme ça. Donc pour eux, effectivement, ils sont tellement jamais dans le calme et le silence qu'il faut qu'ils l'organisent, parfois même en groupe. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de partir en groupe et de se taire, ce qui est quand même fort. Voilà, tout ça pour dire que je ne donne pas de conseils, car donner un conseil en pensant que si l'autre fait pareil, il arrivera au même résultat, c'est nier totalement son déterminant naturel. Nous n'arriverons pas sur la durée au même résultat en s'imitant. Nous y arriverons temporairement, mais pas sur la durée. Donc, prenez un mode de vie à quelqu'un en lui disant, c'est d'ailleurs l'inanité des vidéos de développement personnel sur Instagram, alors il faut se lever entre 4h30 et 5h. Il faut méditer un quart d'heure, il faut faire son sport, prendre sa douche, et en fait, à 8h du matin de ta journée, t'as déjà... Oui, sauf que le temps de sommeil, on peut, je dis bien on peut, avec énormément d'efforts, aller contre la nature, mais à un moment, le temps de sommeil est déterminé par tes cycles de chaleur. Et tu te réveilles parce que ton corps se réchauffe. À une certaine heure,
après un certain nombre d'heures. Et ça change au cours de la vie. Je me rappelle, quand j'étais étudiant, j'avais mon plus grand kiff dans la vie, c'était d'étudier hyper tard. Donc tu vois, j'enfreins totalement ce que je te dis aujourd'hui à 44 ans. Je me mettais à étudier vers 10 heures du soir, très déconcentré. J'arrivais à commencer à me concentrer vers 11 heures. J'étudiais 3 heures jusqu'à 2 heures du matin. Je me couchais à 2 heures et je me levais à 11 heures. Et ça, c'était mon rythme parfait. Aujourd'hui, ça me fait rire. Aujourd'hui, c'est absolument l'inverse. Donc, c'est une question d'âge, c'est une question d'époque, c'est une question de contexte et c'est également une question de nature. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas recours à ces appareils qui permettent de mesurer le sommeil, mais il est évident que mon corps se réchauffe avant 11 heures du matin et que je me réveille, en fait. Tu vois ? Donc, il y a des gens qui ont la chance d'avoir un pic entre 4 et 5 et qui peuvent en profiter. Moi, à chaque fois que j'ai essayé, j'ai tenu même pas une semaine et je suis tombé malade. Mais malade au sens, j'ai pris tous les virus qui passaient. Et quand j'allais voir le médecin, il me disait, mais vous avez changé quelque chose? Et je dis, ah oui, je dors un peu moins. Il me dit, ben voilà, cherchez pas, c'est ça. Donc, le problème des conseillers, c'est que le conseiller, il oublie juste que 50% ou 2/3 ou 3/4 de la solution, c'est déterminé. Tu vois, il oublie juste ça. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Donc, je ne te conseille rien du tout. Par contre, je te conseille simplement de fabriquer ta propre solution. D'accord. Donc, trouver mon créneau quotidien, quoi. Fabriquer ta propre... Mais de toute façon, tout ce qui est salutaire vient d'une propre solution. Le salut ne passe pas par comment dire, par s'adonner à quelque chose d'extrêmement codifié, du moins pour les gens très intelligents. Ça marche pour les foules. Les foules, effectivement, comme elles n'ont pas de vie intérieure, parce qu'elles n'ont pas d'épaisseur culturelle, comme elles ne ressentent rien, elles ne peuvent que s'adonner à des méthodes très mécaniques, enfin très pragmatiques. Quand on est un tout petit peu plus complexe, on ne communie pas exactement avec une méthode très pragmatique, on a besoin de se faire la sienne. Que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'alimentation, c'est la raison pour laquelle suivre un régime, c'est déjà un truc de conne à la base. Parce que suivre un régime, ça veut dire que tu n'es pas capable de te faire le tien. Et ça veut dire que tu suis le régime fait par quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes goûts et dégoûts. Rappelez-vous Paul Valéry, le goût est une accumulation de dégoûts. Tu suis le régime alimentaire de quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes goûts et dégoûts que toi. Donc il va te dire, ou elle va te dire, abstenez-vous de je sais pas quoi, mais c'est un truc qu'elle aime pas à la base, donc c'est très simple. Tu vois, alors que toi, peut-être que pour des raisons de proustiennes, à la limite, pour toi, ancré dans tes souvenirs d'enfance, je sais pas quoi, c'est hyper important d'avoir un chocolat à 17h parce que ta nounou te le faisait et ça t'équilibre. Et elle va te dire non, pas de chocolat, c'est une saloperie, il y a trop de sucre. Mais effectivement, pour elle, comme ça ne renvoie à rien, tu comprends. Donc, ce sont les limites de... Donc, je ne t'incite pas à travailler comme moi, ni comme quiconque. Je t'incite à te dire, voilà, est-ce que tu as plutôt besoin de te forcer à écrire plus vite ou plus lentement? Moi, par exemple, j'ai besoin de me forcer à écrire plus vite. J'écris trop lentement. Donc, je me force à aller plus vite. Et je me force à le faire en avance de ma deadline, comme par exemple quand j'écris pour La Furia. Oui. Je me force, donc je me note dans mon agenda la deadline de chaque numéro. Je me note une alerte une semaine avant, d'accord? Et j'essaie de me caler pour avoir fini une semaine avant. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai besoin d'au moins 48 heures, voire plus, pour oublier et relire. Et que si je me relis tout de suite, je ne vois pas les lourdeurs. Donc j'ai besoin de travailler plus vite, d'oublier 2-3 jours, un peu comme un gâteau quand on peut pas s'empêcher de le goûter le soir même, le jour même, et puis en fait, le lendemain, il est meilleur. Parce que tout s'est amalgamé, il est plus consistant, etc. Alors moi, j'ai besoin de me forcer à finir en avance pour pouvoir l'oublier, limite bosser sur autre chose, et y revenir.
Et en y revenant, je le lis, et quand je ne le fais pas systématiquement, je m'en veux. Je ne vous dirai pas sur quel numéro je l'ai fait et pas fait, mais il y a un certain pour lequel je l'ai fait et pas fait, et il reste des lourdeurs dont je m'en veux. Quand je le revois 3 jours après, je me force de le lire. Et en le lisant, je vous assure qu'en écoutant à l'oreille, voilà, je me dis, ah, là, cette transition, elle est trop de syllabes, c'est un peu haché, ça swing pas, il n'y a pas de rime, il n'y a pas de rythme. Mais c'est parce que tout ça, pardon, c'est mon caractère, ce n'est pas ton caractère. Moi, je suis un auditif, donc en fait, j'écris pas pour être lu, mais pour être entendu. J'écris pour les gens qui lisent dans leur tête, parce que moi, je lis dans ma tête. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, mes conseils, tu ne peux pas les appliquer. Tu ne peux qu'entendre de faire les tiens. Oui, d'autant plus que moi, j'ai pas de deadline. Et c'est un autre problème, mais bon, c'est un problème, je peux le résoudre, je peux me définir une, mais j'ai pas vraiment de livraison attendue, comme toi tu peux en avoir sur une revue, tu vois. Donc ça, c'est peut-être aussi un point, c'est un des points sur lesquels il faut que je travaille. Ah bah ça, on n'arrive à rien sans deadline, et c'était une des raisons pour lesquelles je me suis mis à engager une équipe technique pour mes vidéos. C'est qu'en fait, quand je me tournais tout seul, certaines n'étaient pas si mal. D'ailleurs, même parfois, j'ai eu des meilleurs résultats visuels en me cadrant tout seul qu'avec des soi-disant professionnels. Christophe, alias Sosie de Karabatic, bonjour et compagnie. Mais enfin, c'était quand même souvent très, très, très amateur pour des professionnels, que j'ai essayé de rendre sympathique en faisant des blagues, etc. Alors qu'en fait, ils en avaient absolument rien à battre de la chaîne ou de leur boulot. C'est moi qui vous les ai rendus sympathiques en leur inventant des surnoms, en créant ce qu'on appelle un narratif pour les rendre sympathiques. Mais en fait, ces mecs-là n'en avaient absolument rien à battre. Et il y avait plein d'erreurs de mise au point, etc. Les couleurs étaient ternes. Enfin bon, bref, ils en avaient rien à foutre. Donc, par contre, j'ai abdiqué, si tu veux, mon perfectionnisme esthétique pour la régularité, pour le fait que quelqu'un vienne, ou j'allais dire 20, l'imparfait du subjonctif, chaque semaine. D'accord. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut t'inventer une contrainte. Voilà. Ah, tout à fait. Ouais. Hebdomadaire, mensuel, bi-hebdomadaire, bimensuel. Une contrainte, un rythme. Ouais. Et alors, je sais pas comment. Bon, après, voilà, je cherche des conseils, mais juste essayer de voir comment toi tu travailles pour essayer de comprendre un processus de rédaction. Mais moi, j'ai du mal c'est un peu compliqué de trouver, on va dire, 2 heures d'affilée de libre, tu vois. Donc moi, j'ai une autre problématique, c'est qu'il faut que je partitionne le travail, et là pour le coup c'est une vraie contrainte, hein. Je peux pas me bloquer 2 heures d'affilée. Bon, après, ça c'est bizarre quand même. De toute façon, justement. Écoute, ça va être compliqué. Tu peux pas te bloquer 2 heures pour écrire, ça va être compliqué quand même. Ouais, c'est ça. Donc il faut vraiment, oui, c'est aussi un travail, voilà. En fait, oui. On n'a rien sans rien, Coco. Bah ouais. Si tu veux devenir coureur à pied et tu peux pas courir plus d'un quart d'heure, bon bah ça va être compliqué. Ouais, il faut que je me bloque. Ouais, donc là effectivement j'atteins les cœurs. Il faut que les gens qui vivent avec, il faut que les gens qui vivent avec toi l'acceptent et le comprennent aussi, ta contrainte professionnelle. Et surtout à l'heure du télétravail et du distanciel, du distanciel, il faut qu'on accepte les rythmes de travail de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement on peut être distrait parce que voilà, il y a des moments où on peut faire du multitâche, comme parfois pendant mes vacances ou mes week-ends, je prends des études de cas et je me fais engueuler, ils rangent la vaisselle, etc. Oui, sauf que c'est une manière également que vous puissiez me joindre à tout moment, parce que quand je bloquais, au tout début du VIP, tu n'as peut-être pas connu, je bloquais des créneaux ultra précis.
Sauf qu'après, les gens se plaignaient que ça allait jamais. Alors, quand je bloquais l'après-midi, on me disait, bah, je bosse l'après-midi, il faut faire le matin. Quand je bloquais le matin, c'était, ah, bah, je bosse le matin, faut faire l'après-midi. Après, ça serait mieux le week-end. Enfin, bon, à un moment, il fallait bloquer 24-24. Donc, j'ai dit, bah, on va travailler en bonne intelligence et je vais décrocher autant que je peux. Par contre, de temps en temps, je serai en train de finir un truc. Et ne croyez pas que j'ai pas essayé de dire, rappel dans 1 heure. Parce que quand tu dis aux gens, je suis en train de finir quelque chose, rappelle dans 1 demi-heure, rappelle dans 1 heure, 3 fois sur 4, ils le font pas. Parce qu'après, c'est eux qui ont quelque chose. La preuve, toi, quand je t'ai dit la semaine dernière, rappelle vendredi, t'as pas rappelé. Aujourd'hui, on est lundi. Exactement. Donc là, aujourd'hui, si je te disais, ah ben non, je dois finir mon lave-vaisselle, tu me rappelles mercredi, ça veut dire d'abord, tu m'auras peut-être pas rappelé mercredi, mais encore un autre jour. Au total, on aurait passé 15 jours pour un pauvre appel. Donc parfois, il vaut mieux perdre 5 minutes à faire du double tâche que perdre 15 jours. Mais ça, encore une fois, on ne le comprend que si on a un job et des responsabilités. Pas que si on est un gamin dans sa chambre, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Bon, donc c'est à toi, avec tes connaissances de ton fonctionnement, de ton heure de lever idéale, de ton heure de coucher idéale, de ton lieu de travail idéal, car aussi ça change selon les époques. Ceux qui c'est important. Ceux qui m'ont connu quand j'avais la fin de la vingtaine savent que je travaillais dehors. J'étais tout le temps en vadrouille avec mon ordi sous le bras. D'ailleurs, je l'ai cassé. C'est pour ça que j'ai perdu mon premier livre. Je travaillais, voilà, au café, machin. J'avais ma petite table attitrée. Je trouvais ça très très cool parce que c'était avant les réseaux sociaux et avant les influenceurs. Et puis à un moment, c'est devenu quand tout à coup, c'est devenu la norme, tu vois, d'aller travailler avec son café latte, ben, j'ai trouvé ça ridicule, comme beaucoup de choses d'ailleurs, j'ai fait en avance, et je me suis remis à bosser chez moi et à m'installer un bureau confortable, etc., alors que, en quittant le salariat, je m'étais juré de ne jamais plus travailler chez moi, tu vois, j'avais même pas de bureau chez moi, tellement je travaillais dehors, au café, machin, mais en fait, j'ai fait beaucoup de choses en avance, et je les ai arrêtées quand elles sont devenues populaires. Et peu le savent, et d'ailleurs j'ai cette image un peu conservatrice sur certaines technos, certains réseaux, etc. Alors qu'en fait j'ai fait beaucoup de choses avant, et il y a les preuves en ligne. C'est comme le vlog, cette manière de filmer sa vie, de manière un petit peu cool. Enfin évidemment on filme pas quand on va au chiottes, hein, on filme que ce qui est un peu sympa. Et ben c'est arrivé à la mode dans les années, le vlog c'était autour de 2015, tu vois, vers 13, 14, 15, 16, 17. Et moi, le vlog, je le faisais en 2008, 9, via Vimeo. D'accord. Alors je crois qu'on a fermé le compte Vimeo depuis, mais les vieux de la vieille, je suis certain qu'il y en a dans les commentaires. Dites en commentaire. J'ai filmé des rencontres, des relookings à l'étranger, un voyage à New York au caméscope, pas de smartphone à l'époque, hein, le caméscope, le vrai caméscope, tu vois, avec la cassette dedans, etc. Des retours de soirées à Genève, etc. Et je mettais de la musique par-dessus, il y avait aucun droit à l'époque, il n'y avait pas de problème de copyright. Et puis à un moment, c'est devenu la... Et puis les gens ne comprenaient pas, tu vois, ils trouvaient ça extrêmement égocentré. Et puis après, c'est devenu la norme de vloguer, et plus personne n'a trouvé ça égocentré. Et évidemment, quand c'est devenu la norme, bah du coup, ça n'était plus en avance. C'était plus punk, entre guillemets, c'était devenu mainstream, et donc... mutatis mutandis, comme on dit, toute chose à faire ayant été faite, je suis passé à autre chose. Donc pareil pour l'écriture dans les cafés, il y a eu un moment où c'était cool, et il y a eu un moment où c'est devenu la norme du pseudo, non pas artiste maudit, mais du pseudo libéré maudit du salariat, tu vois. C'est-à-dire pour bien montrer qu'on s'était exfiltré de l'entreprise, on allait se foutre en terrasse de café à 15h, comme ça, avec son écharpe au vent, alors qu'en fait, on n'y voit rien, le soleil se reflète sur l'écran, on est souvent mal assis, parce que c'est fait exprès, les cafés veulent pas que tu sois bien assis parce qu'ils veulent pas que tu restes, hein. Bien entendu. Donc, voilà, c'est à toi de faire ta sauce en fonction de ton âge, ton lieu de vie, tes capacités économiques également, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de se prendre
Je sais qu'il y a des gens, par exemple, ils se prennent pour écrire un bouquin 15 jours dans un bel hôtel ou une belle maison face à je ne sais quoi, la mer, la montagne. J'avais pensé la retraite dans un monastère, tu vois. Bah, alors, moi, ça me fait pas triper. Moi, mon monastère, c'est être seul en voiture sur la route. Mais encore une fois, c'est personnel. Je sais que pour énormément de gens, ça ne rime à rien. Ils ne le feront jamais. Voilà. Bon. Moi, je préfère voir défiler un paysage et méditer au son du V12. Réfléchir, ou pas réfléchir du tout d'ailleurs, ou penser à rien, ou écouter un podcast, ou péter tout seul et ouvrir la fenêtre. Ça me fait plus délirer que de m'offrir souvent à prix d'or une vie de moine, comme par exemple sont les croisières. Il y a des croisières en chalutier où tu vis dans l'inconfort absolu. Ah oui. Mais en fait, c'est 3, 4, 5 000 euros la croisière. Mais en fait, tu vis comme Tintin dans Coq en stock. D'accord. Ah oui, non, ça, je connaissais pas le concept. Mais c'est personnel. Moi, tout me va. Tout me va tant que les gens ne confondent pas choix personnel et choix dicté par l'époque. Les gens les seuls qui m'exaspèrent, ce sont ceux qui prétendent avoir des goûts personnels quand en réalité ils récitent, ils déclinent la Bible de la mode. Ça c'est insupportable. Mais après, si tu as un goût personnel, je respecte tout et tout m'intéresse. Tu peux aller faire de l'escalade, moi j'en fais pas, ça me passionne pas, mais je serais très intéressé si tu me le racontes, tu peux faire tout ce que tu veux. Par contre, il ne faut pas que ce soit simplement une ambition de feuille morte, c'est-à-dire de suivre le sens du vent. C'est-à-dire que le vent souffle vers l'escalade, tout à coup je deviens fan d'escalade. Après il y a eu la mode de la... Enfin maintenant c'est la mode de la boxe, c'est insupportable. Tout le monde dit faire de la boxe. Oui. C'est insupportable. Alors Moi je m'y suis mis en 2010, tu vois, à l'époque on n'en parlait pas. Ouais, tout à fait. Ouais, moi j'ai commencé dans les années 90, ouais. C'est vrai que là c'est devenu... Et alors le pire dans ça, c'est que dans les interclubs, t'as quand même des gars qui en font depuis quelques années et qui pensent avoir un niveau, et au final tu découvres que le niveau n'a pas augmenté en fait. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pratiquants, mais le niveau, moi j'ai pas constaté une réelle hausse du niveau général technique et endurant. Je sais pas, je n'étais pas très assidu et enfin bref, l'important c'est de se construire, tout ce qui est salutaire passe par le sur-mesure. Il faut se construire son programme physique sur mesure, son alimentation sur mesure, et c'est pas de la prétention de dire sur mesure, c'est pas plus cher. L'expression sur mesure est associée au luxe. Mais c'est pas forcément le cas. L'immense majorité, le sur-mesure, on associe ça aux tailleurs, etc. Mais l'immense majorité des choses dont je parle, tout est relativement accessible. Sur-mesure, ça veut dire que ce qui me ressource n'est pas ce qui ressource mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Tout à fait. Je rappelle de cet ami qui allait se ressourcer dans des retraites en groupe où il fallait pas se parler. Je lui ai toujours dit, je trouve ça absurde d'aller payer pour se foutre en groupe et à pas se parler, pars toute seule. Si tu veux parler à personne, tu vas au Japon tout seul, crois-moi, tu parleras à personne. Hein. Tu vas en Islande tout seul, crois-moi, ou en Écosse, ou en Scandinavie, tu parleras à très peu de monde. Je comprends pas ce concept, en fait, d'aller à plusieurs se taire. Tu vois bien que c'est absurde. Enfin, c'est de l'apparence. Tout est dans le signe. Tout est dans le chiquet. Tout est dans le mime. Ce sont des pantomimes. Donc, faire ça, sauce. Ces exercices, comme disait Cochet, son texte. Quand 10 acteurs prononcent la même réplique, les 10 ont pensé à quelque chose de différent. Toutes les méthodes de motivation sont sur mesure. Toutes les méthodes de coaching doivent être sur mesure.
Un médecin qui applique le même traitement à tout le monde, c'est pas un traitement et c'est pas un médecin. Je vois beaucoup en ce moment, l'algorithme sait que je suis friand de ça, donc en fait il m'en sort à tort et à raison. J'ai dû cliquer sur quelques cours, quelques shorts YouTube d'ostéopathie ou de chiropraxie. Résultat, il m'en abreuve du soir au matin. Alors parfois, je craque et puis, enfin je craque, justement, façon de parler. Et je vois qu'en fait les plus suivis sont des hyper craqueurs qui pratiquent quasiment, je dis bien quasiment, les mêmes manipulations sur tout le monde. Et personne ne se dit, tiens, c'est bizarre que des clients qui n'ont pas le même âge, pas le même physique, pas le même sexe, pas la même morphologie, pas le même poids, pas la même race, et pas le même problème à la base, que 90% des mouvements soient les mêmes. Personne ne se le dit. C'est un moment, tu n'es ni coach, ni médecin, ni thérapeute, ni rien, si ce que tu préconises est bon pour tout le monde. C'est pas possible. C'est comme quand t'appelles le service client et qu'on te dit en raison d'un nombre de sollicitations particulièrement élevé ou plus élevé que la moyenne, on ne peut vous répondre. Oui, mais sauf que ça, si c'est le message standard tout le temps, ça veut dire qu'il y a un problème avec le calcul de la moyenne. Une moyenne, ça marche pas comme ça. Tu peux pas tout le temps être au-dessus de la moyenne. Donc c'est au cas par cas que tu trouveras ta réponse. Et tout autre conseil est un... Je veux dire un parjure, c'est pas un parjure, mais enfin c'est une absurdité. C'est une preuve d'absence de réflexion. C'est comme les cons qui te demandent « Ah, qu'est-ce qu'il faudrait que je lise ?» Ça, c'est vraiment la question la plus insupportable. C'est ce que j'ai besoin de lire n'est pas ce que tu as besoin de lire. Ou alors, c'est vraiment que tu admets n'avoir aucune personnalité, aucun tronc, aucune partie dure en toi. Tu es tout mou, tu vois, tu es un gros mou. Tu es une forme informe. Un bidibule. On n'a pas demandé à l'autre ce qu'on doit lire, ce qu'on doit écouter, ce qu'on doit ci, ce qu'on doit ça. Normalement, si on est un petit peu attentif, déjà, on lit un bouquin, il y a 5 pistes. Puisque l'auteur fait référence en moyenne à 3, 4, 5, 6 autres références. Oui, puis de toute façon, quand on commence à tirer la ficelle, après ça devient vertigineux même. C'est où est-ce qu'on s'arrête, quoi? C'est même, je dirais... On écoute un disque, enfin maintenant on n'écoute plus de disque, on écoute une playlist, on écoute un album en streaming, machin, et ben si on l'aime bien, on écoute ou on achète l'autre du même artiste. Et puis quand on a fini un artiste, on se dit tiens, bah, avec qui il a collaboré, ou avec qui il a inspiré, ou qui il a inspiré, et on n'a jamais de sa vie à demander à quelqu'un qu'est-ce que je dois écouter. C'est vraiment une question d'absence d'intelligence totale. Ou de sensibilité aussi, parce que ça demande aussi d'avoir les sens... oui, sauf que pour moi, c'est la même chose, puisque comme disait Cochet, je parle de l'intelligence sensible. Je ne parle pas de l'intelligence abstraite, rhétorique ou arithmétique. L'intelligence, c'est sensible. C'est celle qui est utile à la vie. C'est pour ça que les plus gros QI se réfugient dans des univers où il n'y a pas la vie. Ils se réfugient dans des univers de finances abstraites, où ils font des modèles d'assurance, où ils font de la tech, mais là-bas, il n'y a pas de vie. Donc c'est toi, comme un grand garçon d'un âge d'ailleurs que tu n'as pas précisé, mais bon, tu as l'air d'avoir une 50aine d'années, donc tu as quel âge? C'est ça, exactement. Tu l'avais dit ou pas ton âge? Je sais plus. Si, je crois que je l'avais dit au début. Pardon, j'ai zappé. Donc. Bon, tu as une 50aine d'années, donc tu as tout en main pour décider en quelle quantité, à quel rythme, comment tu écris, qu'est-ce qui marche le mieux. Voilà, et je n'ai aucun conseil à te donner, sinon que celui de te faire tes propres conseils. Et ça n'est pas ne rien dire que de dire ça.
Non, bien sûr. Ah bah non, bah, clairement. Non, mais c'est le même. C'est comme pour tes séminaires en fait. Tes séminaires, c'est des boîtes à outils, des conseils, mais le gros du travail après avoir écouté un de tes séminaires, le gros du travail, c'est personnel. C'est la capacité à mettre en application les conseils. C'est nous. C'est l'auditeur. C'est pas voilà. Ça, il faut en avoir. Ça me rappelle à l'époque de mes 6 mois de coaching là. Entre mi-2006 et début 2007, les seuls 6 mois de ma vie où j'ai vraiment été coach, enfin où il y avait écrit vraiment coaching, coach sur mon site, etc., j'ai très vite arrêté, c'est qu'en fait, tous les abrutis, c'est-à-dire la majorité, n'arrêtaient pas de me demander une méthode. Mais ils comprennent pas que la méthode de l'un ne marche que si tu es quasiment son jumeau. Ça marche pas une méthode, puisque dans ta bouche, c'est pas sincère, ça ne correspond pas, c'est ridicule. On peut pas faire une méthode. On peut apprendre on peut apprendre les règles de la physiologie, de la psychologie, de la psychosociologie, des dynamiques sociales, etc. Mais une fois qu'on a compris ces règles, il faut en faire son jus. Faut devenir soi, faut se connaître soi, faut faire son texte, faut faire ses mots. Une infime minorité de gens est capable de jouer les mots des autres. Une infime minorité, une personne sur 10 000, sur 100 000. Sinon, dès qu'on parle avec les mots des autres, on est creux, on est faux, on détimbre. Tout à fait. Il faut comprendre l'idée et la reformuler. Mais ça demande un effort. C'est la raison pour laquelle beaucoup même de VIP n'utilisent pas leurs études de cas. Parce que c'est trop de travail. Et depuis depuis que j'ai mis à leur disposition la classe préparatoire, ils trouvent que c'est encore plus de travail, alors que la classe prépa, c'est pas plus de boulot, c'est les aider à formuler leurs questions. Mais oh là là, il faut formuler, on fera le mois prochain, Ouais, tout à fait. Ouais. Je te confirme que c'est un travail, mais c'est un travail intéressant. Enfin, c'est tout l'essence du processus d'ailleurs, c'est de suivre de passer VIP. Moi, j'avais pris, je t'avais suivi pendant pas mal de temps avant. Mais c'est vrai que lorsque j'ai franchi le pas de passer VIP, je savais que je me suis réservé 3 mois. Pour l'instant, je suis parti sur le minimum parce que j'ai du mal à anticiper sur 3-6 mois. Mais je m'étais dit voilà, de décembre à février, j'aurais du temps à consacrer. Donc oui, c'est parce que d'ailleurs c'est un travail de préparation, de compréhension qui est quand même assez dense. Puis après tu as les sujets pour t'appeler, puis au final le sujet tu trouves ta réponse parce que j'ai trouvé pas mal de réponses tout seul. Et puis jusqu'au moment où tu atteint quand même une problématique, donc c'est que je viens d'exposer. Et voilà, qui relance pour moi maintenant. Je repars avec les conseils de séminaire que tu m'as donné au début. Et que tu me confirmes que c'est propre à chacun en fonction de notre expérience de comment est-ce qu'on doit mettre en place une routine d'écriture. Tout ce qui est... On ne sera pas jugé pour ce qu'on n'a pas dit. Donc tu es libre de penser ce que tu veux pour te motiver. On ne sait pas, enfin ils en disent une partie, mais on ne sait pas à quoi pensent les champions pour se lever pendant quelques années de leur vie, à 5 heures du matin, prendre des douches froides, s'entraîner 2 fois par jour, prendre des produits dangereux, etc. Ils pensent à quelque chose. Et ce quelque chose, ça n'est pas que la médaille. C'est pas vrai. Ça n'est pas que la médaille, ça n'est pas que le titre. Il y a un moment où ton corps te fait mal, t'es blessé, et on te dit qu'il faut aller jouer, on te met de la cortisone, tu ne penses pas qu'à la médaille, tu as besoin d'autre chose. Et qu'est-ce que c'est cette chose? Eh ben, ils ne seront pas jugés puisqu'on ne le sait pas. Pour beaucoup, ça doit être les femmes. Je pense que beaucoup se disent, je ne retournerai jamais à l'anonymat parce que c'est trop bon d'avoir des groupies qui attendent autour du stade quand on fait un match quelque part, voilà. Ou d'autres, ça doit être l'argent, parce qu'il est un peu lié, hein, c'est un peu la même chose.
D'autres, ça doit être autre chose. Ça doit être se venger d'une humiliation reçue gamin. Mais ça, c'est ta motivation personnelle. Tu n'as pas à le dire. Il n'y a que toi et éventuellement ton kiné ou ton coach qui le savent. Et encore, peut-être même qu'eux ne le savent pas. Et c'est à toi, avec ton dialogue intérieur. Je sais pas, peut-être aussi. Ouais. Oui, bon, après, on peut rentrer effectivement dans... L'introspection n'a pas de fin, hein. C'est qu'après, oui, toi, tu le sais pas, mais quel est le toi qui ne le sait pas? Est-ce que c'est ton vrai ou ton faux toi? Est-ce que c'est le toi du haut, du bas ou du milieu? Est-ce que c'est le surmoi, le moi ou le ça? Et puis, si c'est le ça, est-ce que c'est le ça d'hier ou le ça de demain? Bon, moi, ça m'intéresse pas tout ça. C'est pas de l'intelligence sensible, c'est du jus de cerveau. Mais une fois que tu t'es raconté une fois que tu as fait ton monologue intérieur, et ben tu le déclines en disant ok, alors si je veux cette situation et ne veux plus celle-là, qu'est-ce que ça veut dire tous les jours? Ça veut dire qu'il faut que je me lève à quelle heure? Ça veut dire qu'il faut que je me force à faire quoi? Ça veut dire que à un moment il y a pas 36 solutions, hein. Si tu veux avoir le choix des femmes, faut aborder des femmes. Et le problème des puceaux dans leur chambre, c'est qu'ils veulent le choix. Ils sont frustrés de leur situation d'être réduits à la portion congrue sur le marché des rencontres, mais ils ne veulent pas aborder des femmes tous les jours parce qu'ils ont peur. Il n'y a pas 36 solutions. Un mec qui aborde des femmes tous les jours, même avec un capital moyen, en aura plus eu au bout d'un an, 5 ans, 10 ans ou à la fin de sa vie, qu'un mec qui en aborde une fois tous les 2-3 ans, même avec plein de capital dans tous les sens. Quand je dis capital, c'est pas du capital que de l'argent, c'est du physique, du charisme, de l'intelligence, tout ce qu'on veut. Tout à fait. Mais ils veulent pas, tu vois. Les gens, j'ai lu une statistique, là, le nombre d'obèses a doublé en France entre 97 et 2020. Il y a 8 millions d'obèses en France. Tu regardes les gens dans la rue, ils ont un physique dégueulasse. Alors, les réseaux sociaux déforment parce qu'on voit que des gens beaux. Et dans les salles de sport, tu ne vois à peu près que des gens en forme. J'ai pas dit beau, j'ai dit en forme. Dans la rue, 95% des gens sont dégueulasses. Tu regardes les mecs de nos âges dans la rue, j'ai 44 ans, t'as une cinquantaine d'années, regarde les mecs de nos âges dans la rue, ils sont informes. C'est européen. Oui, c'est occidental, c'est partout. C'est occidental, oui, tout à fait. C'est partout, en Amérique du Sud c'est pire, bon bref. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient tous que ça ne se produise pas comme ça, mais personne n'accepte, tous les jours, je dis bien tous les jours, de faire quelque chose pour son corps. Moi, je le fais tous les jours. Parfois, ça n'est que 10 minutes le matin, parce que c'est juste une petite morning routine de merde. Et puis parfois, comme hier, par exemple, hier, j'ai fait un nouveau programme j'ai suivi un mec que je connaissais pas, là, sur YouTube, qui s'appelle Hobby, je sais pas quoi. C'était hyper violent, ça m'a mis la misère. Mais voilà, bien sûr qu'il y a des jours où je craque, et effectivement, personne n'est parfait. Mais globalement, j'essaie de ne pas trop enfreindre ma règle. Tu vois. Mais les gens n'ont pas de règles, ne se tiennent à aucune discipline. Donc en fait, à quoi ils substituent? Comment substituent-ils leur routine? Par les bonnes résolutions. Tu vois. Mais en fait, quand tu as des routines, tu n'as pas de bonnes résolutions. Ça veut rien dire. Tu te dis pas le 1er janvier, ah ben tiens, je vais arrêter de fumer, gna. Ouais. C'est ça. Quand t'as de la volonté, déjà, tu fumes pas. Parce que fumer, quand tu y réfléchis 2 secondes, c'est complètement con. C'est de la conformation sociale à un certain âge, parce que tu veux rentrer dans un groupe de potes où tout le monde fume. Exactement. Et après, c'est juste de l'absence de volonté. On l'a tous vu, tous. Ouais. Absolument tous. Moi, je suis passé par là, hein. J'ai commencé à fumer à l'âge de 17 ans, effectivement, mais bien sûr. Pour intégrer les groupes, mais c'est vrai qu'au bout de 10 ans, je l'ai arrêté, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois bien l'effet délétère que ça a sur ton, que ça a, parce que tu ressens déjà des baisses du régime au niveau du corps, mais aussi, moi c'était dans les années 90, tu découvres aussi qu'il commençait à avoir des conséquences chez ceux qui fument pendant longtemps, quoi. Donc effectivement, après, tu mets les moyens en place pour t'arrêter. Tu te fais ton propre dialogue, ton propre monologue, tu te motives comme tu veux, ça ne regarde que toi, tu te règles comme tu veux, ça ne regarde que toi, et après,
l'ultime trace d'intelligence, c'est de gommer l'effort du travail, de gommer la trace du travail. Parce que tu ne peux pas te présenter à l'extérieur comme quelqu'un ayant trop de volonté, c'est antisocial. Comme les gens n'en ont pas, en te présentant comme ça, en un an, t'as plus d'amis. Mais alors tiens, là tu touches un point qui oui, bah là ça fait vraiment, ça m'intéresse beaucoup parce que je me suis rendu compte en fréquentant des gens qui rédigent assez fréquemment, notamment dans le milieu universitaire, en les interviewant ou en creusant, j'ai découvert que c'était pour eux aussi un travail énorme. Mais je me rendais pas compte de ça. Tu vois, moi j'avais l'impression que il y avait une forme un peu comme en sport, tu sais, t'as des gars qui ont des facilités ou même pour l'apprentissage des langues. Et je m'étais fait à peu près à un moment, j'avais cette réflexion en me disant que il y a des gens qui ont des facilités. Puis au final, ouais, en interviewant, j'ai réalisé que ouais, je me suis senti moins seul, quoi. J'ai réalisé que c'est une problématique qui est partagée. Mais comme disait, je sais plus quel prof de théâtre, pour du talent, je vous en donne à tous. A priori. Mais par contre, il faudra beaucoup de travail pour arriver à un truc un peu quali. Tout le monde dans un domaine a un peu de talent. Même le plus mauvais joueur de Ligue 1 a un talent que n'a pas le mec de la rue. Par contre, après, effectivement, il faut une quantité de travail qui va déborder et exclure d'autres secteurs. Raison pour laquelle, comme disait Monterland, on ne réussit que dans une brutale indifférence pour ce qui n'est pas l'objet de son ambition. Et ça n'est pas possible autrement. Et dès qu'on commence à ouvrir ses centres d'intérêt et à regarder autre chose que l'objet de sa poursuite, on n'est plus champion, on décline. Oui, dès qu'un champion commence à passer de obsessionnel à tout à coup prendre les couleurs d'une cause, se faire porte-parole d'un mouvement ou essayer un autre sport ou etc. Sauf cas exceptionnel, bien sûr. Je dis bien sauf cas exceptionnel. Il doit y avoir quelques exceptions par siècle, comme Mohamed Ali ou Michael Jordan, mais pour la plupart, c'est le début de la fin. Tu ne peux réussir que dans l'indifférence et le désintérêt, mais un désintérêt actif, pas un désintérêt passif. Il faut vraiment mépriser tout ce qui n'est pas l'objet de ton sport, ou l'objet de ton écriture, ou l'objet de ta discipline, ou l'objet de... Faut même à la limite se défier totalement de ce qu'on pense de toi, ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Oui. C'est pour ça, par exemple, que cette anecdote permettra de dater l'étude de cas. Cette étude de cas date du lendemain de la sortie dans la presse de la bande-annonce d'un film avec Houellebecq où il a apparemment, je dis bien apparemment car c'est une bande-annonce et donc ça peut être un effet de manche, ça peut ne pas être tout à fait l'exacte vérité, mais il aurait au conditionnel accepté d'être filmé dans une espèce d'orgie qui consenti à l'étranger avec les bonnes grâces de son épouse officielle, avec apparemment 27 nubiles hollandaises. Bon, mais je dis que un mec comme ça qui aurait parfaitement les moyens de s'acquitter du prix de son vice dans l'intimité, qu'un mec comme ça accepte, avec quand même une carrière, une réputation, un certain capital symbolique, qu'un mec comme ça accepte le déchaînement de haine que ça va générer parce qu'il avait pour la beauté ou le geste ou la provocation de faire un truc un peu punk, d'un certain côté, ça doit être respecté. Je veux dire... Le mec avait tout à fait les moyens de le faire de sauver les apparences. Il a brûlé les apparences. Ça veut dire que, tu vois, le sportif méprise et se désintéresse effectivement des sujets intellectuels. Qu'a l'intellectuel à brûler? De quoi a-t-il à se désintéresser? En dernière instance, en bout de piste, parce qu'il a, je crois, 67 ans, il n'a pas une tête à vivre encore 30 ans. En bout de piste, il a à se désintéresser et à mépriser son image et sa réputation.
Il y a quelque chose de l'ordre du rite sacrificiel qui n'est pas inintéressant. Voilà. D'accord. Ouais, intéressant. Après, on a envie de dire que, bon, Nubil hollandaise, il a... Suicide social. Quand on connaît un peu la Hollande, il a pas trop mal choisi, hein, parce que pour l'avoir bien connu à une époque, et je ne parle pas des quartiers rouges, pas du tout, mais une de mes premières relations était hollandaise et j'y allais tous les mois. C'est quand même les plus belles filles d'Europe, donc on lui souhaite bien du plaisir. Ah bah, crois-moi, tu passes un week-end à Amsterdam, tu reviens à Paris, t'as envie de pleurer, hein. Et j'étais pas le seul à le dire, hein. Mon ex-ami Jean-Baptiste d'Amsterdam, là, que certains doivent connaître ici, qui habitait entre Amsterdam et Paris, disait pareil. Hein. Il disait, tu passes un mois à Amsterdam, tu reviens à Paris, t'as l'impression d'être chez les trisomiques, quoi. Donc, je pense que l'étude de cas a bien divagué, comme d'habitude, mais que chacun y picorera peut-être un petit élément de réflexion à défaut de philosophie. Voilà. Avais-tu autre chose à me demander? Non, c'est très bien. Merci d'avoir consacré du temps pour moi. Et puis, moi, je te dis au mois prochain, puisque j'essaie de retrouver un nouveau sujet à échanger avec toi. Allez, d'accord. Bonne écriture. Merci Stéphane. À bientôt. Ciao. Salut.